Et merci d'être avec nous. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité aujourd'hui. La délégation sénatoriale a été en visite à l'île de Terre-de-Bas pour une question de handicap. Michel Lepape était dans le bateau. On verra tout à l'heure son reportage. Il y a une visite du chantier naval, puisqu'on se retrouve de la mer, Fort-Bain, à Pointe-à-Pitre avec les élèves du lycée Chevalier de Saint-Georges. Mais on verra le reportage de Solène Fèvre. Et puis, l'AFD, présentation bilan d'activité 2004 et perspective pour 2025. Et aussi, nous devons avoir un petit reportage sur ce qui s'est passé à Néron. C'était la semaine dernière. C'est un reportage que nous avons fait sur une conférence internationale sur la mémoire, la mémoire. On va en reparler tout à l'heure. Sinon, nos invités, au moins le premier ou la première invitée est déjà là. Il s'agit de Madame Gina Nébouchon, intervenante lors d'une conférence débat sur la thérapeutie du coach spécialisé dans l'accompagnement des aidants. Elle va nous expliquer ça, puisqu'elle a écrit un ouvrage là-dessus. Plus tard, on va recevoir Cécilia Colomb, chef de cabinet chargée de la coordination des relations territoriales de la communication. Elle sera avec nous. Grégoire Dacalor aussi. Et puis, on va terminer avec deux autres femmes. Estelle Kwesi, qui est créatrice de la marque Cetelco. Et Monette Alidor, c'est une écrivaine, professeure de lettres agrégée, retraitée, présidente de l'association des femmes performantes de Guadeloupe qui vont bientôt partir en Afrique. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Et nous, les autres, nous pas laguer les autres et pas laguer nous. Alors, tout de suite, on commence avec Madame Nébouchon. Bonjour, Madame Nébouchon, vous avez sorti un ouvrage sur la situation des aidants. Il y a qu'à prendre gaz, dites-vous. Pourquoi vous dites que les aidants en Guadeloupe qu'à prendre gaz? Déjà, Kapanga, c'est un beau mot créole. Ça montre bien le côté de l'épuisement. Et donc, les aidants, oui, ils ont gaz, ils s'épuisent parce qu'ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à s'occuper de les... Ils pensent pas à eux, pardon, et ils ne pensent qu'à s'occuper de l'aider. Oui. Donc, ils s'épuisent et ne pensent pas... Ça veut dire que c'est un métier difficile? Parce que c'est un nouveau métier ici. Ça devient de plus en plus un métier, mais en fait, c'est plutôt de la reconnaissance qu'ils cherchent, les aidants. Ils recherchent de la reconnaissance, ils recherchent aussi des appuis, du soutien, et en cela, ils ont aussi envie que non seulement le rôle qui joue le rôle dans l'aspect économique est fondamental, ça permet même d'économiser, on ne peut pas imaginer des millions d'euros. Mais en tout cas, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on leur dise, écoutez, vous êtes aidant, on le reconnaît, alors on va vous faciliter la tâche de manière à ce que vous soyez moins épuisés. C'est ce que moi, en tout cas, j'aspire. Je souhaite ça pour les aidants. Alors, comment on peut aider les aidants? Déjà, à prendre conscience qu'ils sont aidants. L'aidant lui-même doit se reconnaître en tant que tel. Les chiffres parlent, hein. 6 aidants sur 10 ne se reconnaissent pas en tant que tels. C'est-à-dire? Ils ne se reconnaissent pas en tant qu'aidants. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'est ma maman, c'est dans l'ordre des choses. Je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire, ce genre de choses. Mais en réalité, lorsque l'on commence à apporter du soin à quelqu'un, à un proche, au monde de la famille, on est aidant. Même si on n'est pas professionnel, même si on n'est pas professionnel. On est aidant. Alors, il y a plusieurs types d'aidants. Il y a les aidants professionnels, il y a les aidants familiaux, il y a les aidants informels. Je dis informels parce qu'on peut très bien apporter de l'aide à un ami ou un voisin. Oui, mais alors, en quoi c'est un métier compliqué? Parce que, enfin c'est une fonction, je ne dirais pas un métier, une fonction compliquée. Aider sa mère ou son oncle ou son tonton ou sa tati 2 heures par jour, en quoi c'est dur? Ça le devient quand on est seul, en fait. Quand on est seul, quand on ne sait pas vers qui se tourner pour alléger cette charge, ça le devient effectivement. Hein. Et c'est pour cela qu'il faut que les aidants se rapprochent, par exemple, des CECAS. Et les CECAS pour leur dire, voilà, quelles sont les démarches que vous pouvez faire pour soulager votre rôle.
On a, par exemple, grâce au département, la PA, qui c'est une allocation. Et grâce à cette allocation, les dents peuvent avoir un peu de répit, puisque des professionnels sont payés, il faut dire les choses, c'est comme ça. Les professionnels sont payés, soit pour faire le ménage, soit pour faire le repas de la personne qui a un peu d'autonomie ou handicapée ou malade. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est que je disais tout à l'heure que c'est pratiquement un métier nouveau en Guadeloupe, puisque la population du pays est vieillissante, et donc il a fallu créer cette fonction. Mais est-ce que les aidants professionnels sont suffisamment formés? Non, je le regrette énormément. Il y a une association justement qui est en train de travailler là-dessus, je me permets de le dire, c'est l'association HAIDE, qui permettra de mettre en place des modules, et les aidants auront une certification et donc seront formés. Et ça manque à la formation. Seront formés, donc ça veut dire que ceux qui sont là, c'est du chocage. J'ai pas envie d'employer ce mot-là, monsieur Zandounis. J'ai envie de dire tout simplement qu'ils ne sont pas assez formés. C'est une réalité. Ce sont des autonomes, ce sont des autodidactes, on va dire. Mais la formation, être aidant, ça demande une vraie formation, ça demande des qualités. Et un diplôme? Une certification, on va dire. Une certification? Oui. Oui. Et c'est pas encore le cas? Pour la Guadeloupe, non. Oui. Donc mais bientôt. C'est ce qui rend la fonction compliquée, alors. Qu'est-ce qui rend la fonction compliquée? Le fait que ces gens-là n'ont pas la formation initiale. Pas forcément. Ceux qui peuvent rendre en tout sens. Non. Ce qui peut rendre la fonction compliquée, ça peut être l'épuisement, je le disais, ça peut être aussi... Et puis, quelle forme d'épuisement? Épuisement physique, mental et émotionnel. Là, ça devient compliqué. Lorsqu'on a créé une histoire avec l'aider, la personne dont on a la charge, et qu'on s'épuise à lui venir en aide, à l'aider, oui, ça devient compliqué. Donc, il faut savoir sortir de cette, j'ai envie de dire cette souffrance, mais de cet épuisement-là pour mieux aider l'autre. Se connecter à soi, prendre soin de soi pour mieux aider l'autre. Ça, c'est mon combat. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les dents soient aidées. Les dents peut être aidées, tout à fait. Peut être aidées par les thérapeutes. Comme moi. Oui. Oui, par des thérapeutes comme moi. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, par exemple, demain, c'est pour la raison pour laquelle je suis là. Donc, monsieur le maire de Petit-Bourg, monsieur David Nébor, m'a sollicité pour animer une conférence débat sur l'épuisement, justement. Vous serez avec Gladys Gillot. Exactement, qui est thérapeute spirituel. Nous serons 2 à animer cette conférence, demain à partir de 18h à la salle des délibérations de l'hôtel de ville. Et nous allons justement aborder ce thème qui est l'épuisement des aidants. Donc, il y aura une libération de la parole, bien évidemment. On donnera des pistes de compréhension pour mieux comprendre justement l'épuisement, à quel moment il s'installe, parce que l'épuisement, il est silencieux. Il est là, il est assidu. Donc, donner des clés, donner des pistes pour être accompagné et éviter l'épuisement, le burn-out des aidants. Et cette conférence s'adresse spécialement aux aidants ou bien aux familles? Cette conférence s'adresse à tout public. Parce que je me permets de vous dire qu'en fait, quelque part, nous sommes tous des aidants. Lorsque on aide ne serait-ce qu'une heure par semaine un voisin ou une amie, je les appelle des aidants informels, on est aidant. Et cette conférence s'adresse aussi à ce public-là. Cette conférence s'adresse également aux aidants familiaux, il s'adresse aux aidants professionnels, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, les auxiliaires de vie. Nous sommes tous amenés à être aidants. La population, vous-même vous l'avez dit, elle vieillit, la population guadeloupéenne. Oui. Donc nous sommes tous amenés à être des aidants. Donc l'idée, c'est demain de venir à Petit-Bourg, prendre des clés, prendre des informations, voilà, pour vivre, pour comprendre la réalité des aidants et pour ne pas tomber dans l'épuisement. Une dernière question. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, une mère de famille comme vous, comme autre, peut déjà former son fils ou sa fille à l'aide en disant là, qui a 70 ans, qui est là, ou qui a 35 ans, est-ce que, etc. Ben, oui, alors je vous donne,
donner l'exemple de moi, ma propre exemple, je veux bien. Ma mère, je suis aidante de ma mère. Oui. Mon fils... Ça vous prend combien d'euros par semaine? Je suis à temps plein. Ah, vous êtes à temps plein? Oui, mais oui, parce que c'est maman. Bon. Oui. Mon fils, qui a 22 ans, s'occupe de sa grand-mère. Oui. Donc, il va s'occuper de sa mère bientôt. Oui. Et puis, vous savez, je ne le demande pas, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'est pas forcément aidant de ses parents. Les parents aussi peuvent aider des enfants. Oui. Lorsqu'on a un enfant et puis qui est parti, par exemple, qui est parti travailler et puis on vous appelle pour vous dire qu'il a un accident et puis aujourd'hui, il ne peut plus marcher, par exemple. Je ne demande pas ça, mais on devient aidant de ses enfants. Donc, on est tous appelés à être aidants. Bien, ben, rendez-vous demain à partir de quelle heure? 19h? Demain à partir de 18h à l'hôtel de ville de Petit-Bourg, oui. la salle de délibération. Donc, Madame Gillot, Gladys et moi-même, Ginani Bouchon, nous vous attendons. Nous sommes toutes les deux thérapeutes. Oui. Et moi, spécialisée dans l'accompagnement des aidants. Donc, nous serons là pour répondre aux questions. C'est vraiment la dernière question. Vous avez déjà fait des conférences de ce type-là dans d'autres régions? Dans d'autres communes, oui. Est-ce que des aidants viennent? Les aidants se déplacent, oui. Et en profitent aussi pour acheter mon livre, oui. Puisque je leur donne aussi des clés dans mon livre. Bien. Merci, Madame Nebouchon. Il est 12h44. On revient à l'actu. La délégation sénatoriale était en visite à Terre-de-Bas. C'était pour parler de la question du handicap, puisque dans les îles de Guadeloupe, il y a beaucoup de gens, et pas seulement dans les îles, même en Guadeloupe, sur le territoire, il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle il y a une délégation qui s'est rendue sur place. Michel Depape était dans le bateau. On regarde. J'ai tenu à ce que la délégation sénatoriale aux Outre-mer de passage en Guadeloupe aille sur une île. En l'occurrence, c'était mon île, Terre-de-Bas, où je suis encore conseillère municipale. Et donc, venir dans le cadre de la recherche sur la politique du handicap en Outre-mer. Donc, nous avons eu quand même un échange avec le principal du collège, Dr Falémé, le collège de l'archipel des Saintes. Et donc, pour voir un petit peu comment le handicap est pris en charge au sein d'une île. Donc, nous avons eu un échange sur les possibilités, les aménagements à mener de façon à ce que les personnes en situation de handicap soient accompagnées, et même sur une île, même en étant loin des administrations, des centres qui reçoivent des personnes handicapées, et de voir comment nous pouvons améliorer la situation et faire que le handicap soit pris en charge. La Guadeloupe, c'est un archipel et j'ai souhaité aller notamment aux Saintes plus particulièrement, et je tiens à remercier ma collègue Solange Nadil pour avoir organisé ce déplacement aux Saintes et Madame Rolande Nadil pour nous avoir reçus de manière exceptionnelle. Le but, c'est vraiment de comprendre les situations que vivent les familles et essayer de proposer de manière conjointe avec les acteurs du territoire des dispositifs un peu spécifiques et adaptés à ces situations d'éloignement. C'était très important parce que ça nous a permis de mettre à plat toutes les difficultés que rencontrent les parents d'élèves et les enseignants également, parce que nos enfants ont des difficultés comme partout ailleurs. Et malheureusement, nous ne sommes pas bien desservis au niveau tout ce qui est personnel encadrant, personnel enseignant spécialisé pour les enfants en difficulté. Et assez souvent, les parents n'ont pas les moyens financiers et même la possibilité d'être aidés pour pouvoir acheminer leurs enfants vers des centres ou bien recevoir les soins appropriés. Donc, c'était très important pour nous, pour leur faire voir les difficultés que nous rencontrons et les enfants avec, puisque ce sont les enfants qui ont les difficultés et les parents ont les difficultés pour pouvoir faire arriver leurs enfants à un métier plus tard et à des études correctes comme les autres enfants de la Guadeloupe proprement dite. Voilà, il est déjà 12h47 et nous allons partir vers le Moule. Pourquoi vers le Moule? Parce que la semaine dernière, c'était la semaine mémorielle, le mois mémoriel, et il y a eu une conférence au Moule, à Néron exactement, l'habitation Néron, où on a vu des intervenants venant de Guadeloupe, mais aussi des États-Unis, un peu partout,
parler de la question mémorielle dans des termes assez intéressants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rencontré, entre autres, M. Philippe, M. Romana, pas Philippe, Jean-Luc Romana, et aussi le directeur du musée. Je vais parler de David Daporal. Reportage, on regarde tout de suite. Avec les élèves du lycée Chevalier Saint-Georges, M. Forbin a expliqué comment fonctionne cette industrie navale. Il fallait évidemment aimer la mer, et à l'heure où nous parlons des... La géothermie, c'est l'autonomie énergétique et comment récupérer une partie des richesses produites par cette géothermie. Alors moi, j'ai fait une intervention pour faire un historique, pour montrer comment cette entreprise, qui est une entreprise publique, Avec les élèves du lycée Chevalier Saint-Georges, M. Forbin a expliqué comment fonctionne cette industrie navale. Il fallait évidemment aimer la mer, et à l'heure où nous parlons d'économie bleue, des métiers de la mer, c'est extrêmement important que les jeunes s'imprègnent de tous les métiers qui gravitent autour de la mer, de construction de bateaux, de réparation navale, de déchets, hein, parce qu'il y a aussi des déchets, et puis savoir que c'est un métier quand même qui demande énormément d'implication. C'est très enrichissant, puisque les enfants, ça serait bien qu'ils s'approprient plus au milieu naturel qu'on a la chance d'avoir d'ailleurs, mais il y en a une part aussi qui sont intéressés. On ne peut pas dire que tout le monde à 100%, quand même, parce qu'ils sont intéressés, ils sont motivés. Après, il faut leur donner des moyens qu'ils entreprennent, ou alors qu'ils s'y collent au métier, quoi. Il faut trouver de la place pour eux, quoi. Il y a de la place, mais il faut la créer, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand chantier où on peut travailler dans de bonnes conditions. Et si on veut l'intéresser à travailler, s'il arrive et il voit qu'on travaille, mais vraiment à l'arrache, il ne sera pas intéressé, quoi. Si il faut qu'on ait de bonnes conditions, il sera plus intéressé à s'accrocher. La famille Forbin, vraiment... je trouve que c'est une famille qui est extrêmement courageuse et qui a bien fait les choses et qui a de grands projets pour la Guadeloupe, puisqu'ils vont pouvoir installer des chantiers navals à Bémao, à Jarry plus exactement. Et tout ça, c'est très intéressant, c'est bon pour la Guadeloupe. Ce métier-là, il faut s'appuyer plus sur le bois. Pourquoi je dis le bois? Parce que le bois, c'est noble, mais c'est aussi notre tradition. La voie de trade, c'est notre tradition. Si demain matin, on navigue à 40 bateaux de notre Travito, il faut bien construire des bateaux, il faut les réparer. Il y a une petite voie, il y a une petite branche d'avenir là-dedans quand même. Notre métier dans le cadre de territoire d'industrie, c'est vraiment de susciter des vocations et puis de faire du développement économique, de créer des emplois en réalité et puis d'occuper toutes les chances que la Guadeloupe nous offre. Mais faudrait-il encore très tôt que les jeunes en soient imprégnés et qu'ils aient le goût de travailler chez eux, de découvrir les métiers. C'est tout l'objectif que Cap Excellence a voulu réunir avec les 3 villes membres, notamment, que sont les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Voilà, il est 12h50, on va prendre la première pause et on va se retrouver tout à l'heure pour ce reportage mémoriel sur ce qui s'est passé à Néron. Pour l'heure, c'est l'heure de la première pause et on se retrouve tout de suite après avec Mme Cécilia Coulon et Grégoire Dacalor. À tout de suite. Voilà, il est exactement 12h56, comme vous l'a dit, on va recevoir 2 personnalités. Madame Célia Coulon, bonjour. Elle est chef de cabinet chargée de la coordination des relations territoriales et de la communication à la DAC. Et on va recevoir M. Grégoire Dacalor, on connaît bien aussi, exploitant agricole, spécialiste du fruit à pain, entre autres. Et donc, on va parler tout à l'heure du jardin créole. Mais avant, on va revenir à un événement qui a eu lieu le week-end dernier, c'était à Néron. Il y avait une manifestation mémorielle très importante, internationale, un colloque. Et c'était l'occasion pour interviewer M. Romana. On regarde. C'est une grande joie d'être ensemble entre nous, avec les Guadeloupéens, mais pas que. Et c'est ça qui fait l'intérêt de cette démarche, avec nos amis français, avec nos amis du Bénin, avec nos amis des Américains dont on a entendu les récits ce matin. Eh bien, c'est une extrême satisfaction, parce qu'on comprend bien
que les expériences partagées nous permettront de synthétiser et de verser à notre propre récit des expériences qui sont positives. Mais qu'on soit clair, c'est nous qui allons écrire en Guadeloupe notre propre récit. Alors, et donc, quelque part, on engage un réseau, on engage une réflexion collective. Mais cette réflexion collective, ce colloque là qui vient de se passer, n'a de sens que si il s'inscrit dans une stratégie. Et la stratégie dont on parle, c'est la stratégie de mise en mémoire de l'esclavage prévue par le président Losbar, qui a souhaité structurer sa politique de la mémoire autour de 4 axes. Le premier axe, c'est celui de la valorisation du patrimoine immatériel des familles de Guadeloupe 1635 à 1848. Danique, comme ça, chaque Guadeloupéen descendant qui peut faire arbre généalogique à yo, aller chercher famille à yo, et comme ça, Guadeloupéen qui vient, puis il faut parce qu'il y a un chouka de l'histoire pays, il va travers l'histoire famille à yo. Ça, c'est la première orientation. Elle est fondamentale. Et on l'a vu ce matin. Malheureusement, le soin est de mauvaise qualité, donc on aura l'occasion de revenir dans de meilleures conditions. Alors, je vous dis qu'on recevait Cécilia Coulon et Grégoire Dacalor. Pourquoi un jardin créole, le jardin, la semaine du jardin? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le ministère de la Culture. Je sais. Il y a 22 ans déjà, a décidé d'organiser un événement autour des jardins. Alors, vous vous demanderez peut-être pourquoi le ministère de la Culture en lien avec les jardins. Oui. Alors, c'est aussi le patrimoine. C'est pas le ministère de l'Agriculture, c'est de la Culture. C'est ça, c'est la culture. Oui, mais c'est aussi le patrimoine, et le patrimoine culturel, ça fait partie aussi des jardins, des habitations qui ont des jardins. Donc, alors, c'était un peu sur l'image du jardin français qu'on peut avoir un peu à la Versailles, etc. Mais nous, à la DAC Guadeloupe, avec ma collègue Lydia Audloum, on essaye vraiment de donner une visibilité à toutes ces personnes qui sont sur le terrain, qui font les jardins créoles, les jardins comme ils veulent. Oui. Ce qui est important, c'est de montrer leur savoir-faire et de les pousser à ouvrir leurs portes, parce que souvent, ces exploitations, ces lieux sont fermés. Et le but, c'est quand même d'ouvrir et de partager justement ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils créent. Parce que, voilà, par exemple, vous avez M. Dacalor et vous qui travaillent sur le fruit à pain, ils font des confitures extraordinaires à base de fruits à pain. Oui. Donc, vous voyez, il y a des choses extraordinaires à découvrir. Et donc, c'est un exemple, pareil, voilà, de personnes à mettre en avant pour découvrir ce qu'il y a sur notre territoire. Alors, précisément, M. Dacalor, merci d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois et on est toujours content de vous recevoir parce que vous êtes un exploitant agricole particulier, puisque vous faites des choses quelquefois que les autres ne font pas. Et vous êtes parmi les personnes qui ont un peu boosté aussi, j'ai envie de dire, le retour du fruit à pain dans les assiettes. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de mettre en avant tout ce qui concerne l'alimentation et notamment aller vers l'autonomie alimentaire. Oui. Mais d'une manière générale, bon, il n'y a pas que le fruit à pain quand même dans les jardins. D'une manière générale. Alors, bien entendu, ce que je fais sous Capesterre, c'est quelque chose de spécifique. C'est d'abord le verger d'arbres à pain, oui. Mais qui n'est pas un jardin créole, mais que l'on veut développer de manière à donner un autre statut aux alimacées. Oui. Alors, je sais que il y a il y a plein de choses qui se font autour du fruit à pain, de l'arbre à pain en ce moment. Il y a même, je crois, dans quelques jours, il y aura la fête du fruit à pain. Vous y serez, j'imagine. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les Guadeloupéens ont pris conscience de la nécessité de revaloriser le fruit à pain? Oui, les choses ont bougé. Et ce n'est un secret pour personne. Au jour d'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, si on ne passe pas à un véritable lancement de plantation d'arbres à pain, oui. Il va manquer du fruit à pain pour faire marcher à ce point-là les machines qu'on a achetées pour faire de la farine, oui. Pour faire du pain, pour faire de la confiture, pour faire des liqueurs à base de fruits à pain. Des liqueurs, vous dites? Tout à ça, fait. je ne savais pas pour les liqueurs. Je savais confiture pour les gâteaux, pour les frites, mais je ne savais pas pour les liqueurs. Si vous venez à la porte ouverte dès dimanche 8 à Capesterre, oui. Entre 9h et 13h, vous aurez l'occasion véritablement de déguster tous les produits qu'on fait déjà par la société FAP et compagnie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient qu'on est en train de mettre en place une véritable filière, en fait?
Ben, mon objectif et l'objectif du CIGRAD, de l'INAE et d'un certain nombre de groupements de producteurs, c'est de véritablement aider à développer et à structurer la filière, aider aussi à la formation. Parce que sans formation, il n'y aura pas de relève. Oui. Non, ça veut dire que, puisque vous avez dit quelque chose d'assez important, que au regard des instruments, enfin des machines que vous avez achetées, enfin qu'on a acquis aujourd'hui, il faut davantage d'arbres à pain en Guadeloupe. Il n'y en a pas suffisamment? Il n'y a pas suffisamment d'arbres à pain, parce que les fruits ne sont pas à portée de main. Oui. Et il y a une demande forte dans la restauration, dans les supermarchés, avec une demande justement de produits congelés ou agro-transformés. Et donc, si on ne développe pas véritablement l'agriculture sur un certain nombre de produits phares, nous aurons effectivement un déséquilibre par rapport à la demande. Alors, c'est un message que vous adressez aux Guadeloupéens aujourd'hui qui sont dans l'agriculture, parce que traditionnellement, c'était canne et banane. Aujourd'hui, il faut s'ouvrir à autre chose. Il faut s'ouvrir à autre chose, mais ce que je dis très tranquillement, quel que soit, et je prends à témoin le docteur Henri Joseph, quel que soit le secteur d'activité, le produit que l'on veut développer en Guadeloupe, si on le fait en quantité, en qualité, et on le fait sérieusement, il y a de quoi nourrir sa famille, et il y a de quoi créer des emplois stables et durables. D'accord, à ce point-là. Et donc, je reviens à Madame Coulon. Comment vous avez décidé de choisir monsieur... Alors, je travaille avec Lydia Odloum, qui est donc ma collègue qui est au service des monuments historiques et qui gère cette manifestation, dans le sens où elle contacte, elle passe de janvier à maintenant, elle appelle les gens pour inciter les agriculteurs, les exploitants, d'ouvrir leur jardin, d'ouvrir leur exploitation. Et donc, je pense que elle a, je sais pas comment d'ailleurs, elle est rentrée en contact avec vous. Je sais pas comment ça s'est fait, mais on ne choisit pas. C'est-à-dire que non, nous, il y a des appels à projets, c'est ça? Non, on n'en fait pas un appel. Alors oui, il y a une participation ouverte, c'est-à-dire n'importe qui peut s'inscrire, n'importe qui a un jardin, qui a quelque chose à offrir et qui va ouvrir son lieu, etc. C'est-à-dire que même cette année on ne l'a pas, mais l'année dernière on a une petite dame qui a son jardin chez elle et qui a envie d'ouvrir une matinée son jardin pour pouvoir partager avec des personnes son amour du jardin, de comment elle plante ses plantations par rapport à la lune, pas par rapport à la lune, bon voilà, toutes ces choses-là. Donc ça dépend vraiment des gens. Il y a les jardins botaniques, évidemment, qui sont ouverts, parce que ce sont des lieux emblématiques, mais il y a aussi des petites structures. Donc ça dépend vraiment. Donc nous, on ratisse large, et le but, c'est vraiment de tomber sur des personnes qui ont envie de partager ce savoir-faire, parce que c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui quand même que on s'est un peu éloigné de la nature finalement, et on a besoin de personnes comme ça qui vont se battre et qui sont passionnées et qui ont envie de faire ce partage de savoir-faire, ce partage de connaissances, parce que souvent on dit qu'on sait, mais des fois on ne sait pas. On ne sait pas tant que ça sur nos plantes. Voilà, parce qu'il y a des différents... Voilà, on a à peu près 30 jardins qui participent cette année. Il y en a 30 quand même? Oui. Dans surtout toute la Guadeloupe. Guadeloupe, des Irades, Marie-Galante aussi. Donc ceux qui seront à Terre de Blues pourront la journée aller visiter la ferme de Moringa. Il y a aussi une petite... une petite marche qui est organisée par une association. Voilà, il y a des choses qui se font. Et vraiment, l'idée, c'est de transmettre au maximum et de partager. C'est vraiment un moment de partage, les rendez-vous au jardin. C'est de se retrouver avec les amis, la famille, découvrir des jardins, découvrir des personnes qui font, parce que c'est vraiment ces personnes-là qui sont importantes, que nous, on essaye de mettre en valeur plus que le jardin en lui-même. Oui. Alors, c'est pas seulement le jardin créole, c'est le jardin en général. C'est l'avenir au jardin. Oui. Voilà, c'est le thème pour cette année. Oui. Et spécifiquement,
On aura aussi un atelier avec l'association d'Automne qui parlera de la transition énergétique. Oui. Alors, comment ça va se passer le matin? Rendez-vous le matin à partir de quelle heure? Les inscriptions peuvent se faire par WhatsApp. Et entre 9h et 13h, dans chaque heure, nous aurons une visite guidée ou un atelier avec une association qui parlera de la biodiversité de la Guadeloupe. Alors, pour vous venir à votre cas particulier, puisque c'est votre jardin, le rendez-vous à Capesterre, c'est où exactement? Le rendez-vous à Capesterre, c'est à partir de 9h à la section Boirie en Cambrefort. Ah, c'est à Cambrefort, c'est à Cambrefort. Marie Mulatte. Oui. Et donc, j'imagine quand même les gens pourront manger du fruit à pain ce jour-là? On pourra faire de la dégustation. Il n'y en aura pas pour tout le monde. J'avoue que la demande est forte. Oui. Il y en a dans les arbres. Les gens pourront effectivement acheter aussi des plants de fruits à pain, puisque c'est très demandé. Des plants de châtaignier aussi, ou du jacquier. Oui, oui. Ouais. Alors, je vais vous poser la question, puisque elle se pose de plus en plus. Est-ce qu'on peut faire un arbre à pain en pot, comme le fait le frère de M. Henri-Joseph? La première question, comme je ne cherche pas à avoir de rivalité... Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que l'arbre à pain il est très haut, et pour cueillir le fruit, c'est pas toujours évident. S'il y a des gens qui ont fait cette expérience, je dirais que oui. Oui. Mais il va falloir avoir au moins 200, un pot d'au moins 200. Ah bon? 200 litres. 200 litres? Au moins 200 litres. 200 litres? Voilà. Oui. C'est pas un pot qu'on peut bouger comme... oui, d'accord. C'est vraiment un pot qu'on peut bouger avec... oui, mais ça veut dire que... Avec un tire-pale. Oui, non, ça veut dire que l'arbre, à ce moment-là, ne dépasse pas 3 mètres. L'arbre, qu'il faut le tailler à la bonne lune. Oui. Si on veut parvenir aux fruits et avoir des fruits volumineux. Et il est porteur quand même. Oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Oui, qui peut se faire. Alors, autre chose, autre détail, puisque vous êtes là autant y aller, un arbre à pain porte combien de fruits par an? Un arbre à pain oui. peut aller jusqu'à 400 fruits par an avec une hauteur... 400 fruits par an avec une hauteur de 30 mètres. Oui, pour les 30 mètres. Pour les 30 mètres. Oui. Chez moi, avec une hauteur de 8 mètres à peu près, j'ai 150 fruits par arbre. 150 fruits par an. Et il y a une saison particulière ou bien c'est toute l'année? L'arbre à pain porte en Guadeloupe toute l'année. Toute l'année. Par contre, en période de sécheresse ou en période de carême, la production baisse. Oui. Et c'est un arbre qui est plus productif dans les terrains secs ou bien dans les terrains humides? Je veux dire, plutôt vers Saint-Claude ou bien plutôt vers la Grande Terre? Justement, quand on parle de Saint-Claude, il y a une spécificité. Parce que c'est un arbre qui ne porte pas à haute altitude. Oui. Ah, d'accord. Mais qui... on ne va pas trouver d'arbre à pain sur les pentes de la Soufrière, ce que vous êtes en train de me dire. Ce serait très difficile d'en avoir. Oui, j'imagine, oui. Par contre, c'est un arbre à pain c'est un arbre qui demande beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau? Voilà. Ouais. En Grande Terre, c'est assez difficile, mais quand on arrive à l'arroser régulièrement, on peut faire pousser des champs de fruits à pain en Grande Terre. Du reste, j'ai eu à vendre pour de nombreuses personnes et on aura probablement des vergers d'arbres à pain aussi en Grande Terre. Oui. Et autre question, puisque bon, on est là dans le détail, quand on a mis un arbre à pain en terre, il est porteur à peu près combien de mois? À partir de 2 ans et demi, 3 ans, on a les premiers fruits. 2 ans et demi, 3 ans. Oui, d'accord. C'est un arbre qui ne meurt pas. Oui. Même pendant le cyclone. Si il arrive à résister au cyclone? Si l'arbre s'est arraché pendant le cyclone, ben, on risque d'avoir à la même place un autre arbre qui va le remplacer. Ah, d'accord. C'est important de savoir. Bon, alors, dernière chose pour les gens qui nous regardent, on est l'heure du repas. Quelles sont les choses qu'on peut déguster avec l'arbre à pain, avec le fruit à pain aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut faire le bébé lait, on peut faire le fruit à pain Bruxelles, on peut faire de la purée, on peut faire... des frites? Des frites, le migan. Le migan, voilà. Oui. Ouais, et il y a même un spécialiste, M. Babel, que vous connaissez. Tout à fait, oui. J'avais publié au moins 2 livres. Qui fait de bons ateliers aussi. Il sera là, il est prévu ce week-end, non? Il n'est pas prévu parce que chacun a son réseau. Oui, d'accord. Bon, de toute façon, c'est bon à savoir. Vous voyez, c'est vraiment une science. Hein.
Pardon? C'est une science, Ah oui. le jardin. Faire son jardin, c'est une Oui, science. oui, Et donc, et ces connaissances-là, eh ben, ce sont ces personnes-là qui peuvent nous les apporter. Et c'est pour ça qu'il faut aller au-devant de ces personnes, pour les rencontrer, pour qu'ils puissent Tout à fait. nous donner toute cette... Alors, Madame Coulon, quand même, pour faire un petit peu d'équilibre, donner les autres rendez-vous en dehors de Capesterre. Ah oui, alors il y a énormément de choses. On fait donner quelques-uns quand même. Alors, oulala, heureusement que j'ai emmené mon petit papier. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, vous avez de toute façon, bon, les jardins botaniques sont ouverts. Oui. Soit le jardin botanique de Déhay, de Vallombreuse. Vous avez le nouveau jardin botanique, nouveau jardin remarquable à la Désirade, qui est le jardin du désert, le jardin botanique du désert, qui va recevoir d'ailleurs sa plaque jardin remarquable à cette occasion. Vous avez beaucoup d'actions tournées vers le social dans ces jardins. Donc vous avez par exemple le jardin Bita qui travaille beaucoup avec sur l'apprentissage, qui essaye d'apporter vraiment des espaces aux personnes pour venir travailler la terre. Oui. Donc vraiment c'est des personnes passionnées. Vous avez il y en a tellement que je ne sais plus lesquelles dire. Vous avez la pépinière sociale et solidaire de la Paye, qui est à Bémao. Vous avez voilà, des ateliers de jardinage. Après, je ne pourrais pas tout vous dire, mais il y a vraiment énormément de choses très différentes, parce que la thématique de cette année, c'est autour de la pierre. Donc, c'est comment la autour pierre, de la pierre des jardins, jardin Oui. de pierre. C'est comment la pierre s'incorpore dans le jardin et qu'est-ce qu'elle apporte au jardin. Si c'est une aide, si c'est pas une aide. Voilà, vous avez Élodie Noël qui propose un bain de forêt à Trois-Rivières. Un bain de forêt. Un bain de forêt. Alors, là, dans quelle région de Trois-Rivières? À Trois-Rivières, à la Coulisse. Ah, d'accord. Ah oui, bien sûr. Sur la forêt littorale, elle va... Alors là, c'est une sorte de comment on pourrait dire, alors là, ça frise un peu le spectacle. C'est presque proche du spectacle. Ah mais bon, voilà, il y a du spectacle aussi? Presque, puisque là, c'est une sorte de performance où elle nous emmène à découvrir le littoral tout en mêlant de la poésie et des choses comme ça. Vous avez Fayot aussi, qui, avec sa sœur, va aussi proposer à Montrepos toute une sorte de déambulation avec des... comment dire? C'est-à-dire qu'ils amènent leur savoir-faire, la science et aussi l'histoire. Donc c'est comment faire découvrir aussi des espaces qui ne sont pas forcément des jardins, hein, parce qu'en soi c'est un lieu dit, mais ce lieu dit, il est aussi identifiable parce qu'il y a telle et telle espèce végétale sur cet endroit, et ce qu'il a vécu. Et donc c'est ce qu'il raconte, et ça c'est intéressant aussi. Donc c'est la liaison entre la culture et le jardin. Et puis le patrimoine aussi, parce que le patrimoine, le patrimoine, ça fait partie de la Guadeloupe, et on doit aussi apporter cette touche et écouter ces personnes qui ont tous ces savoirs, et c'est ça qui est intéressant. Donc on essaye vraiment, nous, de mettre en avant. Il y a l'Hélène aussi, le jardin de l'Hélène à Vieux Habitants, il y a Pibelle-Larry à Pointe-à-Pitre. Voilà, on a énormément de choses différentes. Il y a la Désirade, il y a aussi à la Désirade quelqu'un qui travaille les pierres. C'est une des seules... alors, je sais plus comment on dit, c'est attendez, je vous dis, voilà, elle est artisane lapidaire quand même, Madame Tonton Véronique. Ah oui, et elle fait des ateliers de taille de pierre à la Désirade. Et donc c'est quand même très intéressant, parce que c'est des pierres en plus qu'on ne trouve que à la Désirade. Donc ça, en plus c'est aussi... Elle fait des bijoux, je crois. Elle fait des bijoux. Et donc, c'est comment travailler la pierre, et quelle pierre, pourquoi cette pierre, qu'est-ce que cette pierre fait à la Désirade, pourquoi on ne la retrouve pas ailleurs. Donc, ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur notre histoire aussi. Donc, les jardins font partie de notre histoire, et ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur toutes ces petites choses qu'on ne sait pas toujours. Bon, voilà. Vous avez pratiquement tout dit. Rendez-vous est pris au moins Capesterre pour les gens du Sud, et puis dans les îles, notamment à Désirade, pour les gens qui sont par là. Bon, il y a plein de choses à faire. En fait, le livre et le jardin sont
sont en liernage. Oui, tout à fait. Oui. Bien. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet. Vous avez sur l'Open Agenda, vous tapez Open Agenda, rendez-vous au jardin Guadeloupe. Et là, vous avez toutes les informations sur tous les jardins. Vous avez même une carte, donc vous pouvez vous faire votre petit itinéraire pour aller découvrir tous les jardins que vous souhaitez. Ok, voilà. Rendez-vous est pris. Oui, un Je dernier mot. précise que l'entrée est libre et gratuite, notamment pour certains jardins. D'accord. Oui, c'est vrai. Merci. Oui, bon, ben ça, c'est bon à dire. Voilà, il est 13h17. Merci en tout cas pour ces informations. On va revenir à l'actualité. L'AFD, présentation du bilan d'activité de 2004 et des perspectives. C'est un reportage de Maxime Morel. On regarde. Continuer une route qui est déjà très ancienne, notamment avec les collectivités, pour soutenir leurs besoins, qui peuvent être des grands besoins ou des petits besoins. On veut aussi mettre notre énergie d'agence au service des petites collectivités qui ont des petites populations, mais qui ont autant de besoins que les grandes. Et puis, on veut aussi mettre notre action au service des entreprises publiques et des entreprises privées, comme on vient de vous l'expliquer. Ce qu'il faut, c'est aussi aider aux collectivités locales, aider les collectivités locales qui sont en difficulté pour retrouver un schéma vertueux de croissance de leurs ressources, de baisse de leurs charges, et faire en sorte que demain, elles puissent réinvestir. Parce que l'idée, en fait, derrière le redressement, c'est surtout de faire du redressement pour un réinvestissement au service des populations, en réponse aux différents besoins de différentes natures que les communes portent. C'est important parce que ça participe, je pense, à un principe de redevabilité. Nous sommes une banque publique, nous gérons de la ressource publique, et donc il est important que les citoyens sachent ce que nous faisons, avec qui nous le faisons, comment nous le faisons. C'est aussi un souhait de transparence, que l'information soit la plus ouverte possible pour que tout le monde puisse y accéder. On est très fiers de ce qu'on fait et je pense qu'il est important de montrer ce qu'on fait. C'est aussi une reconnaissance qu'on doit à l'endroit des partenaires et même de nos propres équipes. Voilà, il est exactement 13h19. Un petit micro-trottoir qui va vous intéresser. Je vous conseille de regarder. C'est parti. On a la possibilité de voir les sujets sexuels un peu partout maintenant, mais je pense que c'est encore tabou quand même. Pourquoi vous pensez que ça l'est? Parce que je pense que les parents n'en parlent pas suffisamment avec les enfants certainement. À un moment, on en parlait beaucoup et effectivement, à ce moment, je me suis rendu compte qu'on en parle beaucoup moins. Alors je me suis dit peut-être que la population est informée, suffisamment informée, mais apparemment non. Bon, il y a des gens qui sont là-dessus qui sont très réservés. Il y a d'autres qui en parlent, quoi, mais bon, c'est vrai que ça a toujours été un sujet tabou. Parce que, pourquoi vous pensez? Bon, ça veut les gens, ça dépend de leur fréquentation. Moi, je pense que c'est encore un petit peu tabou, qu'il faudrait plus d'explications, plus de prévention pour pas être les gens une gêne, en fait, à vouloir s'exprimer, à parler de ça. Donc, on a tendance à parler, oui, de la sexualité, mais on passe toujours vaguement dessus. C'est un sujet tabou parce qu'en fait, en général, les gens voient ça comme intime, comme si c'est à soi, donc on ne doit pas en parler. Alors que oui, on peut parler, mais de d'autres façons. On peut faire de façon dessin animé, pourquoi pas, explicatif. On peut en parler avec des images, pas forcément avec des mots. On peut déjà parler des relations sexuelles, les relations, entre guillemets, avec les enfants, mais à partir de certain âge. Parce qu'ils ne comprennent pas tout, mais ils voient. Et puis aussi, si ce n'est pas au sein de la famille, à l'école, dans l'entourage, dehors, à l'extérieur, ils vont toujours apprendre. Donc c'est bien d'en parler avec eux depuis le début, et puis pour qu'ils puissent savoir ce qu'il en est, ce qui se passe. Voilà. Il est important de toujours aller se faire dépister. Et à tous les combien de temps selon vous? Alors combien de temps, j'en sais rien, mais si, il faut se faire dépister, c'est sûr. Combien de temps, je sais que ça dépend de sa vie sexuelle aussi. Oui, c'est ça. Et il faudrait un peu plus pouvoir faire des préventions, exactement. Mais vraiment, voilà. Je ne vais pas dire harceler les gens, mais leur faire savoir que ça existe et que c'est important de le faire. Voilà, pour la santé et pour le bien-être de tout le monde. Bien, c'est de moins en moins tabou, puisque les gens arrivent à s'exprimer là-dessus. Il est 13h21, on prend la dernière pause, et on se retrouve tout à l'heure avec nos deux derniers invités, Estelle Kwesi et Madame Monette Anido. À tout de suite.
Là, il est exactement 13h28. Je vous l'ai dit, nos deux dernières invités sont deux femmes. Estelle Kouizi, bonjour. Merci d'être là. Je l'appelle Madame Bleu, créatrice de mode. Ça s'appelle Stelco, c'est ça? C'est ça, Stelco Création. Et bien sûr, elle parle de défilé. Et puis, une dame qu'on ne voit pas assez souvent, mais enfin, on sait qu'elle est là parce qu'elle écrit beaucoup. Madame Malido, bonjour. Bonjour. Et quand elle vient, c'est qu'elle a des choses qui sont sorties. Oui, bien sûr. Et bientôt, elle va voyager, elle va nous parler de tout ça dans un instant. Alors, on commence avec la mode. Alors, Madame Bleu, quoi de neuf? Ah, quoi de neuf? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu les choses... Ça fait il y a 2 ans, hein, quand même. Ça fait Non, c'est 1 an. 1 an? Ça fait 1 an? Non, ça fait 2 ans, vous avez raison. 2 ans, oui. Ça fait 2 ans. Et en 2 ans, il y a 2 nouvelles collections qui sont sorties, mais toujours avec des touches d'Indigo. La première... Alors, vous faites que du bleu, que des vêtements bleus? Non, je ne fais pas que des vêtements bleus. Ah, c'est bon, que depuis 2022, je crois que c'est ça, depuis 2022, j'ai eu une inspiration par rapport à cette couleur. Par rapport à cette couleur, mais qui était déjà dans ma tête depuis un bon moment. Et il s'est avéré que, en parlant à droite et à gauche, et surtout à un ami plasticien qui n'est autre que Thierry Lima, qui me dit « Mais ça fait longtemps que tu n'as pas fait de création, de ceci, de cela, artistique. » Je dis oui, mais ça me manque. Donc, allons-y. Ce qui fait que la période bleue a commencé à partir de ça. Donc, ça a commencé par un mini défilé chez Aline Optique. Ça a continué, donc il y a 2 ans, et ça a continué au Festival Terre de Blues. On a fait une expo triptyque. Vous irez cette année à Terre de Blues? Non, je n'irai pas cette fois. Malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Parce que ça tombe bien, Terre de Blues. Oui, exactement. Terre de Bleu. Et donc, il y a eu un défilé. Donc, après, il y a eu un autre défilé qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, donc c'est sur Paris, The Défilé avec 3, on était à 3, donc deux jeunes dames pour les chapeaux et pour les bijoux. Donc chapeau, c'est un peu ce que je porte là, c'est de base. C'est pas des marées-têtes, c'est des chapeaux. Ce sont des turbans prêts à porter. Oui. Donc, un peu comme ceux que vous avez là. C'est ça, exactement, de la marque de base. Ils sont à tout près. Ils sont déjà tout prêts. Ah non, pas besoin de marrer. Pas besoin de marrer. C'est eux qui mettent les scratch. Quand on y chivé, quand on pas y chivé, quand on coiffé, quand on pas coiffé. Ouais. Donc voilà, et puis au niveau des bijoux, donc l'accessoiriste bijoux, la marque My Afro Touch, Isabelle Basouka. Mais Estelle, vous êtes devenue internationale maintenant? J'essaie, hein, et comme on dit, le problème c'est que on aime à dire que nul n'est prophète dans son pays, mais je constate que chaque fois que je reviens, je suis sollicitée de toutes parts. Mais vraiment de toutes parts. Et vous étiez avec les rois l'autre jour? Exactement, oui. Je ne vous ai pas vu, Je ne vais pas revenir sur on ne va pas s'étaler sur le sujet. Non, je ne vous ai pas vu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis venue vraiment spécialement pour cette manifestation. Donc le 27 mai, c'est la Soupa Congo organisée à Baïf. À Bovis même. Ah oui, non, mais j'étais l'invitée. C'est pas comme si je suis venue. Non, ça veut dire que vous êtes une reine? Regardez-moi, monsieur. J'ai rien dit. Donc j'étais venue pour l'occasion. Ce qu'il faut savoir que chaque année, il y a la Soupa Congo organisée par l'association de Jean-Claude Glandon, qui est mon cousin. Donc, c'est une histoire quelque part familiale. Oui. Et l'année dernière, j'étais passée par hasard. Et il m'a fait parler de mon projet, de ce que je faisais. Et il a choqué moi. Il a dit, parle du bleu, de l'indigo. J'ai pas envie, je fais pas que ça. Il me dit, mais oui, mais parle de ça. Mais je commence à parler de ce que je fais. Donc, il me dit, non, tu parles de l'indigo. Mais qui c'est qui est devant moi? Monsieur Indigo. Monsieur Indigo, si c'est devant moi, qu'a coûté moi religieusement. Donc, Monsieur Indigo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Monsieur Henri Joseph. Tout à fait. Et donc, et à cette même année-là, a été sacré ordre de gardien du patrimoine à l'occasion de cette manifestation. Et qui a pris l'engagement de m'apprendre à faire les couleurs. Mais quand il a pris cet engagement-là, moi, pas là, hein, on déjà parti. Et donc, il a dit devant tout le monde, je m'engage à lui apprendre les couleurs végétales, dont l'indigo. Et il a tenu sa promesse parce que quelques mois après, donc ça s'est passé en mai, donc c'est en juillet, il m'a dit, bon, prenez votre calendrier, prenez votre agenda, tel jour, vous venez chez moi. Il n'y a pas de problème. Et j'ai effectivement, donc il m'a appris les secrets. Et depuis là, vous faites de l'indigo. Mais vous faites ça en Guadeloupe, pas en France quand même? Ah, je peux faire dans ma petite cuisine en France. Ah bon? Et sinon, vous partez avec les plantes?
Non, je pars avec la poudre carrément parce il faut savoir qu'il a fait des kits maintenant qu'on peut acheter sur Internet ou chez lui. Oui. Et donc, voilà, donc j'en ai fait chez moi avant de venir ici. J'en ai fait chez lui l'année dernière. J'en ai refait encore hier. Donc, oui. Vous finirez par me faire porter du bleu, moi qui n'aime pas le bleu. Non, vous inquiétez pas. Je suis sûre que vous allez porter du bleu. Bon. Je me tourne vers Madame Alidon parce que elle aussi, c'est une dame qui est très, très occupée. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Combien de temps vous passez dans l'écriture, Madame Alidon? Beaucoup de temps. Il y a des semaines où je reste enfermée dans mon bureau. Carrément. Ça. Vous écrivez le matin, le midi ou le soir? Eh bien, la semaine dernière, j'ai écrit matin et soir. C'est-à-dire que j'ai mangé vers 2 heures. Je me suis reposée 1 heure et j'ai repris mon écriture jusqu'à 22 heures. Parce que Marie Scondé m'avait dit qu'elle se réveillait le matin très tôt. Oui. Entre 4h et 8h du matin, elle écrivait et puis la journée, elle faisait rien d'autre. Non, moi je me réveille, non, pas à 4h du matin quand même. Je sors de mon lit à 7h. Je suis à la retraite quand même. Hein? Oui, bien sûr. Je sors de mon lit à 7h, je prends mon petit déjeuner et à 9h, je suis installée devant mon ordinateur et j'écris jusqu'à 2h. Quand même, c'est non-stop comme ça. En principe, c'est comme ça. Mais quand j'ai un travail à finir, je suis obligée de travailler matin et après-midi. Et c'est ce que j'ai fait pour cet ouvrage. Alors, vous êtes venu avec 4 ouvrages. Oui. Mais avant même de parler des ouvrages, ça veut dire qu'il y a des choses derrière à venir encore? Mais ce sont ceux-là qui sortent, là. Qui viennent de sortir? Mais je veux dire, est-ce qu'il y a dans votre tête mais déjà? c'est sûr, toujours. Ça n'arrête pas? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je cogite tout le temps. Oui. Je vis dans ma bulle. Si Au total, ça fait vous avez dépassé la dizaine. J'ai une famille parce que... Ouais. Vous avez dépassé la dizaine. Oui, je suis en train de dépasser la vingtaine. La vingtaine d'ouvrages? Oui. Vous pouvez gagner, vous pouvez doubler Raphaël Confiant. Hein? Pourquoi dit ça? Ah ben oui, lui. Raphaël Confiant, il a 40. Hein. Ah oui, il produit beaucoup. Oui. Mais non, mais en fait, je dis ça, Mme Alidon, mais en fait, il y a quelque chose de nouveau ici, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent, même plus que des hommes, j'ai remarqué. On a lancé des éditeurs. Aussi, hein, il y a des hommes, mais il y a plus de femmes quand même. Hein. J'ai fait les éditeurs, aussi bien Nestor que Negmaron. Le nombre de femmes est supérieur au nombre d'hommes. Comment expliquer ça? Les femmes ont plus de choses à dire, ils ont plus aimé parler. Peut-être, hein. Oui. Non, mais dans le temps, on disait que les femmes sont plus littéraires que les garçons, les filles sont plus littéraires que les garçons. D'accord. Plus maintenant, hein. Oui. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas un sexe pour la littérature ou les mathématiques, hein. Non, maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes qui passent un bac S et qui font des métiers qu'on appelle des métiers d'hommes. Mais même dans la poésie, je vois beaucoup de femmes poètes aussi. J'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup. On a même créé une chronique le mercredi qui s'appelle Envie d'écrire. Ah oui. J'ai une jeune femme qui vient à chaque fois avec des autrices et je lui ai dit de vous prendre contact, mais ce soir après votre voyage. Alors justement, 2 petits mots sur le voyage. Alors le voyage, le départ c'est le 10. Oui. Le 10 dans l'après-midi, on part de l'aéroport de Pointe-à-Pitre et on arrive le lendemain 11 à Paris. Oui. Et Charles de Gaulle, c'est où on arrive et on repart de Charles de Gaulle pour Douala, au Cameroun. Alors qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Alors au Cameroun, il y a un grand congrès et c'est appelé le congrès de reconnexion. Pourquoi reconnexion? Mais maintenant, c'est devenu très à la mode. Maintenant, on en parle beaucoup. Beaucoup d'afro-descendants, et beaucoup de Guadeloupéens surtout, partent vers l'Afrique. Oui. Ils vont à la découverte, justement. Beaucoup vont à la découverte de leurs ancêtres. D'autres vont connaître le pays. Mais il y a un mouvement qui est mis en place. C'est le mouvement de reconnexion. Et des afro-descendants qui partent de différentes îles des Antilles et de l'Amérique, surtout, puisque ceux d'Amérique sont partis depuis en 2021. Oui. Un groupe assez important. Et ils vont à la recherche, justement, de leurs ancêtres. On leur donne des terres, ils s'installent. Il y en a beaucoup qui sont installés. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui vivent là-bas. Je sais, je suis allé, j'ai eu l'occasion. Alors, vous êtes aussi président de l'association AFG, Africa Femmes Performantes Guadeloupe. Oui. Alors, Africa Femmes Performantes, c'est comment on choisit les femmes? C'est par exemple cette dame-là qui est là, qu'une dame performante est venue dans l'association. Elle vient nous voir, oui. Mais les hommes viennent aussi, on les accepte. Ah, quand même. Oui. Il y a des hommes avec nous. Hein. Ah, d'accord. Oui. Et donc, cette association regroupe des Africaines, des Américaines? Oui, alors il y a, c'est-à-dire à l'origine, il y a AFP, Africa Femmes Performantes, dont le siège est à Washington.
Donc, la présidente, la personne qui a créé cette association, vit à Washington, Patricia Seke. Oui, Seke. Oui. Elle vit à Washington, mais elle est africaine. Elle est du Cameroun, justement. Et elle vit aux États-Unis? Elle vit aux États-Unis, oui. Et donc, autour de AFP, il y a plusieurs associations qui en dépendent, dont l'association de Guadeloupe, AFPG, et Africa Femmes Performance Guadeloupe. Il y en a en France, au Canada, en Belgique, aux États-Unis aussi, dans différents États de l'Afrique, un peu partout, quoi. Et donc, vous avez un congrès qui se fait au Cameroun. Oui. Quel va être l'objet de ce congrès? Eh bien, l'objet de ce congrès, le grand objet de ce congrès, c'est justement, ça va tourner autour de la reconnexion. Il y aura beaucoup de personnes, justement, en Afrique qui font en sorte, justement, de favoriser cette reconnexion, c'est-à-dire le retour des afrodescendants vers l'Afrique. Oui. Et donc, ça va tourner autour de beaucoup de conférences, justement, autour de cette reconnexion. Il y a des pays, des États de l'Afrique maintenant qui se sont mis ensemble pour favoriser cette reconnexion. Ils ont formé un groupe qu'on appelle le CICIBA, qui a comme objectif d'aider, justement, ceux qui veulent revenir vers l'Afrique, de faire le voyage sans trop... pour que ça ne soit pas trop onéreux pour eux, justement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et donc, à l'occasion de ce congrès-là, on saura effectivement quelles sont les facilités qui sont mises en place pour permettre, justement, ce congrès ne s'est pas encore fait en Guadeloupe, non? Non. En Guadeloupe, l'année dernière, il y a eu le congrès des femmes performantes. Comme chaque année, d'ailleurs, il y a le congrès des femmes performantes, et qui se déroule ou en Amérique, ou aux États-Unis, ou en Afrique, ou dans une île de... Alors, qu'est-ce que c'est une femme performante? Une femme performante est reconnue, justement, par la présidente des femmes performantes. Il faut écrire 2 livres pour être performante? Ah non, c'est dans tous les domaines, pas seulement des livres, pas seulement au niveau de la littérature. On est performant dans sa manière d'être dans la société, dans sa manière de faire attention aux autres dans la société, dans sa manière de donner de l'amour, de recevoir aussi l'amour, parce qu'il faut savoir recevoir l'amour. Les gens ne sont pas obligés de nous donner de l'amour. Il faut savoir accepter cet amour avec beaucoup je dirais, beaucoup de modestie, déjà. D'humilité. D'humilité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, et savoir en donner. Donc, une femme performante, c'est une personne qui est, je dirais, une femme accomplie dans tous les domaines. Que ce soit dans la littérature, mais tout le monde n'est pas versé dans la littérature, que ce soit dans le métier qu'elle exerce, la femme, que ce soit dans sa situation de femme, de mère au foyer ou de mère de famille, dans tous les domaines. Donc, en 2023, j'ai reçu le trophée de la femme performante. Oui, je me souviens. Oui. Et alors, moi, je pose la question à Madame Kwesi. Est-ce que, Madame Kwesi, vous vous sentez une femme performante? Alors, dans votre domaine, ça tombe bien que vous posiez la question, parce que des fois, je pourrais me sentir ne pas être légitime dans mon domaine, même si ce que je fais plaît. Mais j'ai reçu le 27 mai, donc ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est justement en reconnaissance de tout le travail que j'ai accompli au niveau de la danse, donc au niveau du Grouka, et au niveau de la mode, de la couture. Et donc, c'est la transmission la reconnaissance pour la transmission de savoir. Voilà, de savoir. Et pour continuer... Donc, c'est une cliente pour vous. La transmission de c'est déjà... et continuer à transmettre... Vous venez nous voir? Oui, je viendrai. Donc, continuer à transmettre le savoir et aussi accepter de recevoir. Donc, un peu ce qui s'est passé, la transmission entre Henri-Joseph et moi, par exemple, qui est la toute dernière. Oui, et cette transmission, effectivement, peut se faire au niveau du métier que l'on exerce. Par exemple, le métier que j'ai exercé pendant 40 ans quand même, j'ai été enseignante, et pendant toute ma vie d'enseignante, j'ai fait la transmission. En tant que mère de famille, j'ai fait cette transmission. Voilà. Donc, alors il faudra qu'il y ait des hommes performants aussi. Ben oui. Mais il y en a, des hommes performants. Ben oui. Il y en aura quand même? Non, mais il y en a déjà. Il y en a. D'accord. Bon. Non, parce que je crois qu'il y a une association de femmes performantes. Je n'ai pas entendu l'association d'hommes performants. C'est faute en nous. Mais voilà, ça se fera. Bon, alors, 2 petits mots quand même sur les nouveaux ouvrages. Donc, cet ouvrage est sorti le mois dernier. Oui. Oui. C'est un roman? Le mois dernier, c'est un roman. Et La lumière jaillit.
Il s'agit d'une jeune femme qui est née dans l'ombre, je dirais. Même, elle a été conçue même dans l'ombre, puisque sa mère, c'était une femme mariée qui l'a conçue avec un amant. Oh là là, on babou ça. Voilà. Et donc, alors, j'ai raison. Donc, il y en a pas plus loin. Oui, il y en a aussi qui viennent sortir. Est-ce que tu vois? Bon, je ne dis rien. Et donc, elle est née... Bon, quand elle est née, elle n'a pas crié tout de suite. Donc, on a décidé qu'elle était morte. Elle est morte née. C'est bien ce qu'on dit. Elle est née morte ou morte née, je ne sais plus. Oui. Et donc, mais quand même, quelques secondes après, elle a crié. Donc, elle a étonné tout le monde. Et ensuite, on a dit que, bon, elle avait beaucoup de malformations. Elle n'allait pas vivre au-delà de 15 ans. Et elle a vécu au-delà de 15 ans. Elle s'est mariée. Et son mari n'a rien dit qu'elle a un enfant... entre guillemets, à côté. Mais ça le mari ne savait pas. Mais c'est pas elle qui a eu l'enfant. C'est elle qui est l'enfant né. Ah, c'est l'enfant qui est né de... Ah, oui, d'accord. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Oui. Elle, ah, donc c'est sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère. Voilà. Et donc, mais elle a subi beaucoup de violence. Elle a été très violentée à tous les niveaux. Niveau sexuel, niveau physique, etc. Affectif et tout. Oui. Mais elle a pu s'en sortir. Pourquoi? Elle avait de l'amour en elle, je dirais. Elle avait de la lumière en elle, voilà, qui la guidait. Et chaque fois, elle tombait sur une personne, une belle personne, qui lui tenait la main et l'aidait à trouver le chemin. Et donc, elle a rencontré son mari. Oui. Et ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Bon, ça se termine bien. Voilà. C'est une histoire qui se termine bien. Voilà. Bon, alors, c'est-à-dire, le titre, rappelle le titre quand même. Et la lumière jaillit. Et la lumière jaillit. C'est un titre qui est déjà en vente? Oui, tout à fait. D'accord. Et là, maintenant, ce livre sort maintenant. Oui. Et donc, je dédie ce livre justement au Cameroun, où ça va sortir pour la première fois. Les dédicaces vont se faire au Cameroun. D'accord. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un métissage au niveau littéraire, je dirais, puisque c'est de la fiction, puisque c'est un roman, mais roman à travers lequel il y a toute une argumentation, il y a tout un mélange de lyrisme, de réalité donc, et de rêve. D'ailleurs, ça commence par le rêve. La jeune femme en question, elle rêve. Et ensuite, on se rend compte que elle vit une sorte de réalité. Et mélange aussi d'analyse de la vie. Qu'est-ce que la vie? D'accord. La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Et qui aboutit à une tonalité autobiographique. Alors, je remarque quand même que dans tes romans, il y a beaucoup de femmes. Oui, beaucoup, très entourée. J'ai grandi comme ça, entourée de femmes. Pourtant, j'avais un père, ma mère était mariée, mais mon père restait dehors toute la journée parce qu'il travaillait beaucoup à l'extérieur. D'accord. Et il partait très tôt. Il rentrait très tard. Avec la maman? Oui. Maman et grand-mère. Ah, d'accord. Oui. Donc ça se traduit dans les ouvrages, et dans l'écriture aussi. Tout à fait, donc tu as bien lu. Oui. Et donc, côté autobiographique, il est question de la recherche de ses ancêtres. Et donc, autobiographique, bien, ce personnage-là, justement, va à la découverte de son héritage, je dirais, de ses ancêtres. Quoi. Voilà. Alors, il faut signaler aussi qu'il y a un livre qui a eu un bon succès en Guadeloupe, qui a été traduit en anglais. Oui, Le poids de l'héritage. Oui, Le poids de l'héritage. Oui, et dans ce livre-là, justement, je posais déjà la grande question, est-ce que on est tenu de connaître le destin de ses ancêtres? Voilà. Quoi faire? Oui, c'est ça. La question, voilà, une question la qui grande se pose. question. Oui, c'est une grande question, effectivement. Voilà. Bon, alors, départ le 10 et retour, là, combien? Eh bien, retour puisque je pars avec une délégation des membres de mon association. Nous sommes 9 à partir. Et donc, on part le 10, on arrive le 11 au soir à Douala. Le congrès commence le 12 et le congrès se termine à Douala le 14. D'accord. Le 15, il y a visite d'un port à côté de Douala qui s'appelle Bilbaï. Et c'est un port où il y a eu beaucoup de départs d'esclaves. Là, un peu comme Ouida. Un peu comme Ouida. Oui, voilà. Et ensuite, le 16, maintenant, on s'en va vers Yaoundé, qui est la capitale administrative. Et
Le congrès du 12, qui se termine le 14, se terminera par un grand gala dans lequel il y aura un grand défilé de mode qui sera orchestré. Vraiment raté quelque chose là. J'ai raté quelque chose. Oui, oui. Qui sera orchestré par la jeune femme qui avait organisé le défilé du gala de l'année dernière de AFPG. Et donc, la présidente a été tellement émerveillée qu'elle a dit que je veux qu'elle vienne là pour pouvoir organiser le défilé. Donc, elle est partie depuis hier. Oui. Elle est partie depuis hier avec Winnie Kaona qui va justement pour faire sa belle prestation de est là-bas aussi. Ah ben oui, elles sont parties toutes les deux parce qu'il faut qu'elles ont du travail à faire avant notre arrivée pour notre accueil. Donc, elles sont arrivées hier. Elles sont parties, Winnie est partie de la Guadeloupe avant-hier. Elle est arrivée hier. Son avion n'est pas parti le jour, c'est parti le lendemain. Elles sont arrivées hier. Donc elles sont heureuses comme tout. J'ai envoyé des photos justement. À votre retour, on aura un petit bilan de ce séjour et de tout ce que vous avez fait là-bas quand même. Ah ben oui. Et donc la délégation repart le 21. Et moi, je repars le 27, parce qu'il faut que j'aille à la recherche de mes ancêtres. Ah, d'accord. Ils sont camerounais? Mon grand-père, le père de ma mère, est congolais, était congolais. Okay. Et ils sont arrivés avec lui et avec sa famille. Il est arrivé bébé ici avec sa famille. Et après l'abolition de l'esclavage, ils n'ont pas connu l'esclavage. Ah, ils n'ont pas été esclaves. Non. Ils n'ont pas été soumis à l'esclavage, comme on dit. Non. Ils sont arrivés juste après la deuxième abolition de l'esclavage, en 1848. Et ils avaient un nom, ils ont gardé un nom. Diakoka, il s'appelait. Diakoka. Diakoka? Oui. Ah bon? Parce qu'il y a Diakoka. C'est le même nom, c'est le même nom. Ouais, c'est la même famille. Oui, c'est la même famille, j'imagine. Ce sont les descendants de cette personne. Voilà, c'est lui. Ah, ok, d'accord. Retour à la case des parents. Voilà. Tu es déjà à la Ouida? Non, pas encore, mais ça serait une belle occasion pour découvrir... le Bénin. Sur le Bénin, c'est je place tout bien maintenant. Ah, c'est ce que j'ai constaté. Oui. J'ai bien rencontré au monde là. Ah, j'étais au Bénin. Je vais au Bénin. Je reviens du Bénin, etc. Amis, je vais au Bénin. J'étais au Bénin. Oui. Ok, d'accord. Oui. C'est vrai que les rois qui sont venus la semaine dernière ont donné envie peut-être aux gens aussi de. Aussi, oui. Ils étaient. Pour moi, c'est la première fois que je voyais des rois. Et puis le fait d'être aussi proche de la population, pas spécialement lors de cette manifestation-là accessible, parce qu'il y avait quand même un protocole. Mais j'ai quand même eu la chance, après, de faire une visite guidée de l'atelier Ils sont encore en Guadeloupe? Non, ils sont partis hier. Ils sont partis hier? Ils sont partis hier. Donc, il y a eu une visite privée et là, ils étaient un peu plus accessibles. J'ai pu leur poser des questions, on a pu échanger. Donc, le voyage du Bénin est dans les hauts? C'est ça, oui. Ouais, ça, c'est sûr. Exactement. Voyage du Bénin en l'air. Dernier projet, ça sera juillet. Tout frais, c'est juillet. Où je reviendrai avec une troupe de danse... qui s'appelle DNK et je suis la costumière de cette troupe de danse. Donc on vous revoit ici en juillet. Exactement. Comme on dit, nous Japon. Bon, c'est ça même. On peut que vous souhaitez. Bon, et pas de défilé à Paris ces jours-ci, non? Non, pas ces jours-ci. Le prochain, ça va être l'Allemagne. L'Allemagne, voilà, internationalement. On a dit ça. Voilà, en Allemagne. C'est bien. C'est comment on dit bonjour en allemand? Guten Tag. Bravo. Pourquoi tu t'es pris? Non, comment t'es pris? Il est trop fort pour moi. Bon, et on dit aussi Guten Abend pour revoir. Bon, merci Monette d'être venue. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Bon voyage. Merci. Je regrette de ne pas pouvoir être du voyage, mais enfin, bon, ce n'est que partie remise. J'ai raté 2 voyages en Afrique cette année. Mais ne fais pas comme certains membres de mon association qui me disent, je ne peux pas aller cette année, mais l'an prochain, j'ai réfléchi. Ah non, mais non. Je ne pas chaque année en Afrique. Ouais. J'avais un voyage au Côte d'Ivoire l'autre semaine. Je n'ai pas pu y aller non plus. Et j'avais ce voyage. Et j'avais dit que je ne vis pas en Côte d'Ivoire
pour aller au Cameroun. Bon, enfin, bref, bon, ça est pour là, de l'eau pas chailler. Donc, on va attendre. Voilà, en tout cas, merci d'être venu, mesdames. Bon voyage. Merci pour l'invitation. Rendez-vous en juillet, c'est ça? En juillet, exactement. Quelle date? On n'a pas encore la date? Si, les dates sont là, j'ai juste mis un, moi. Donc, oui, on est là même. Bien, j'ai rien dit. Voilà, 12h52, 13h53, vraiment, je rappelle qu'on a parlé de la délégation sénatoriale, bien sûr, la sénatrice qui est d'origine de Terre-de-Bas était là-bas pour la question du handicap, c'était un reportage de Michel Depape. On a aussi parlé de la visite du chantier naval Fort-Bain à Pointe-à-Pitre avec des élèves du lycée Chevalier de Saint-Georges et Cap Excellence, parce qu'il faut que les jeunes apprennent un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau bateau, puisque je signale qu'il y a encore une route du Rhum bientôt. L'AFD, la présentation de son bilan d'activité et ses perspectives pour 2025. Sinon, on a reçu ce matin Madame Nébouchon, Gina Nébouchon, intervenante lors de la conférence débat sur la question des aidants, les aidants Cap-en-Gaz. C'est un ouvrage qu'elle a sorti, qu'elle vient de sortir. C'est une thérapeute. On a reçu Cécilia Colomb, chef de cabinet à la DAC pour la journée des jardins, avec Grégoire Dacalor, qui a porté en l'homme autour du fruit à pain, puisque maintenant le fruit à pain est devenu the fruit en Guadeloupe. Et il m'a dit quelque chose, il n'y a pas assez de fruits à pain en Guadeloupe. Ah bon, mais il faut planter. Par rapport à tout ce qu'on doit faire avec les fruits à pain, il n'y en a pas assez. Il faut développer le fruit à pain. Et puis on a terminé avec Stella Kwesi, créatrice de la marque Stelvio, Madame Bleu, comme je dis, mais pas que. Et Mounette Alido, notre amie, qui est venue présenter ses ouvrages et qu'elle va présenter là-bas au Cameroun. Merci d'être venu. Mais je vais présenter aussi ici. J'espère quand même, oui. À ton retour, oui. À mon retour. À ton retour. Bien sûr, bon, bien voilà. Il est 13h54, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une autre séquence de ZCL. Et puis, j'ai déjà mangé, pas de bon appétit quand même. Tout le monde a déjà mangé, vous avez déjà mangé? Non, pas encore. Bon, alors bon appétit à vous. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci. Pas de problème.